3 années de chaos s'effacent enfin soudain derrière un renversement jugé improbable aujourd'hui. Alors que plus d'un tiers du territoire échappait hier encore à l'État, plus d'1 million de déplacés ont déjà regagné leur village, révélant la profondeur silencieuse d'une reconstruction méthodique et continue menée au quotidien. Ce retour massif interroge chacun. Que signifie un tel basculement pour les habitants? Et comment Ibrahim Traoré parvient-il à transformer la survie locale en souveraineté durable sans rompre l'équilibre fragile des communautés? Dans cet instant de transition, l'horizon qui paraissait perdu retrouve une respiration commune, et chaque geste concret réinstalle la possibilité d'un avenir partagé. L'enquête qui s'ouvre propose une promesse nette: comprendre, sans ornement ni emphase, comment un pays longtemps pas présenté comme irréversible a réappris à fonctionner par ses propres moyens après l'effondrement de 2022. Cette analyse offre une lecture structurée pour saisir un basculement concret. Ce fil conducteur devient essentiel, car derrière chaque route rouverte, chaque puits sécurisé et chaque école rallumée se joue un enjeu plus large: la possibilité pour des communautés épuisées de reconstruire leur quotidien sans dépendre de promesses extérieures. Un micro-signal, à peine perceptible mais décisif, apparaît déjà. La vie ordinaire n'est plus un horizon lointain, mais un indicateur mesurable de souveraineté retrouvée. Et cette observation change entièrement la manière d'interpréter les chiffres qui suivront. L'ambition de la suite est donc double: montrer pourquoi cette trajectoire n'est ni un miracle ni une exception, et démontrer comment les mécanismes imbriqués, sécurité locale, agriculture stabilisée, services sociaux restaurés et gouvernance de proximité, recomposent pas à pas un système que l'on pensait brisé. La bascule apparaît d'emblée dans un contraste brutal. En 2022, plus d'un tiers du territoire échappait totalement à l'État, alors qu'à peine 3 ans plus tard, plus d'1 million de déplacés avaient déjà regagné leur village. Ce renversement chiffré, inattendu par la plupart des observateurs, éclaire la logique profonde qui sous-tend l'action d'Ibrahim Traoré et ouvre un premier révélateur de causalité. L'environnement d'alors était marqué par une fragmentation extrême: routes coupées, marchés abandonnés, écoles désertées, administration repliée sur Ouagadougou et corridors logistiques complètement interrompus. Les rapports internationaux décrivaient un espace en train de sortir de la carte, où la mobilité humaine, économique et institutionnelle devenait presque impossible. Dans cette configuration, chaque déplacement relevait d'une prise de risque, chaque activité de base d'un arbitrage vital entre sécurité et survie. C'est précisément dans ce vide opérationnel que se forme la première mécanique de la reconstruction. La stratégie initiale consiste à réintroduire de la continuité là où il n'y avait que de la rupture. Reconnecter les villages, stabiliser les accès, rétablir les points d'eau, restaurer des écoles minimalistes mais fonctionnelles. Les premiers signes, souvent invisibles dans les rapports extérieurs, sont pourtant décisifs: la réapparition des marchés hebdomadaires, la circulation des troupeaux, la reprise des classes sous des toits de tôle ou sous les manguiers. Chaque geste, si modeste soit-il, constitue un indicateur de changement structurel. À mesure que les zones rouges se contractent, le schéma s'inverse. Les villages ne sont plus des points à protéger, mais des noyaux d'activité où l'État revient au contact du réel. C'est du zèle. La sécurité cesse d'être uniquement militaire. Elle devient une matrice permettant l'action civile. Le champ d'intervention s'élargit, intégrant simultanément routes, puits, écoles, coopératives et personnel local. Cette articulation progressive, souvent décrite comme une simple stabilisation, est en réalité un chaînon fondamental du basculement. Ainsi se forme le véritable décor du récit, une mécanique serrée, cumulative, où l'action immédiate produit des marges d'évolution et où les communautés cessent d'être spectatrices pour redevenir actrices de leur territoire. Dans cette reconstruction en mouvement, les premiers repères ne viennent pas des grandes annonces, mais de visages modestes qui matérialisent à petite échelle la logique du terrain. Ces trajectoires individuelles
permettent de comprendre comment une stratégie nationale se transforme en effet concret, visible dès les premiers mois. Aoua Higuya, une institutrice revenue d'exil, rouvre une salle de classe improvisée sous un toit de tôle. 40 enfants y prennent place chaque matin, assis sur des bancs dépareillés, mais la scène dit plus que n'importe quel rapport. La reprise de l'école, même fragile, signale que la communauté recommence à se projeter dans le lendemain et que les circuits du quotidien se remettent en route. L'éducation devient ici le premier marqueur de stabilisation sociale. Lorsque les enfants reviennent, les familles suivent et le village respire à nouveau. Plus au sud, un jeune mécanicien applique la formation acquise dans le programme d'agro-restauration. Son atelier, de quelques mètres carrés seulement, remet en marche des pompes permettant à 50 familles de retrouver l'accès à l'eau. Chaque réparation, presque ordinaire, génère pourtant un effet multiplicateur. L'autonomie hydrique réduit la dépendance extérieure et rétablit la capacité des villages à fonctionner par eux-mêmes. L'action technique devient alors une forme de souveraineté pratique. Ces deux portraits, sans emphase et sans rhétorique superflue, montrent comment l'approche initiale se diffuse, sécuriser, stabiliser, puis remettre en fonctionnement. Ils constituent les premiers nœuds d'une chaîne qui, peu à peu, transforme la survie en routine et la routine en dynamique de reconstruction. La stabilité naît toujours de gestes élémentaires. L'année 2022 s'ouvre dans un silence pesant. Routes coupées, villages abandonnés, administration repliée sur Ouagadougou. Les couloirs de circulation disparaissent les uns après les autres. Les marchés cessent d'exister en dehors de quelques noyaux urbains et la vie rurale se fige sous la menace constante d'incursions armées. Le pays semble entrer dans une phase de dislocation progressive où chaque territoire encore habité bascule dans l'incertitude. Le tissu social se fragmente, les familles se dispersent, les liens économiques se rompent et rimpent. Rien ne laisse alors deviner la trajectoire qui suivra. Ibrahim Traoré impose une logique nette. Sécurité avant tout. Ce choix n'est pas un slogan, mais un axe opérationnel immédiat. Le plan baptisé « double couche de défense » se déploie dès les premières semaines. Dans sa première couche, 28 bataillons de réaction rapide avancent en unité mobile, reconquièrent les axes, dégagent les villages, rouvrent les routes dites impossibles. Chaque mouvement est chronométré, chaque position reprise scrupuleusement consolidée. Les équipes progressent en cercles successifs, stabilisant les marges, réduisant l'emprise hostile, restaurant un minimum de mobilité entre localités. Les trajectoires, autrefois descendantes, amorçant une lente inversion. La deuxième couche prend alors le relais. Des unités de gendarmerie et de police se déploient dans les zones libérées pour assurer une présence constante et éviter tout effet de reflux. Elles ancrent au sol ce que la première couche a décroché. Leur mission dépasse la seule sécurité. Elles accompagnent les équipes civiles, soutiennent les ouvriers locaux, assistent les coopératives dans la réhabilitation des forages et des salles de classe. L'État cesse d'administrer à distance pour redevenir une présence visible, quotidienne, au contact du terrain. Les premiers signes apparaissent. En moins de 6 mois, des marchés du samedi reprennent, timides mais réels. Des puits rouvrent, parfois encore entourés de débris, mais fonctionnels. Les écoles accueillent de nouveau des enfants sous des toits de tôle, improvisés mais actives. La société redémarre par fragments. La vie, longtemps suspendue, recommence à se réinstaller dans les interstices ouverts par la sécurisation progressive. On n'assiste pas encore à un renouveau massif, mais à une succession de petites conquêtes du quotidien qui s'additionnent silencieusement. La dynamique s'accélère ensuite. Les axes principaux sont rétablis, la circulation des biens reprend, les camions franchissent de nouveau des segments routiers qu'on croyait perdus. Les coopératives agricoles relancent la distribution de semences, réorganisent les stocks,
assurent des livraisons régulières. Les villages cessent peu à peu d'être des poches isolées et redeviennent des points reliés par un maillage cohérent. La reconstruction change d'échelle. Elle n'est plus seulement sécuritaire, elle devient productive. Dans chaque localité stabilisée, les soldats et les civils opèrent côte à côte. Les premiers protègent les espaces essentiels. Les seconds restaurent les services vitaux. Cette simultanéité, inattendue dans un contexte de crise prolongée, produit un effet cumulatif. Le retour des familles déplacées s'accélère. Les activités agricoles reprennent plus tôt que prévu, et les marchés récupèrent leur rôle structurant dans l'économie rurale. La peur recule, remplacée par une confiance prudente, mais grandissante. Le pays entre alors dans une séquence continue. Kish, Huat, Kao, Trao, Du, Chan. L'activation sécuritaire ouvre les voies, la montée en puissance civile multiplie les résultats, et l'ensemble génère des effets secondaires durables. Ce schéma, reproductible localement, devient la matrice d'un renouveau qui ne repose pas sur des annonces spectaculaires, mais sur une addition méthodique de gestes concrets. Cette chronologie révèle une méthode précise, patiente, portée par une articulation entre défense active et reconstruction immédiate. Ce n'est ni une rupture brutale, ni un mouvement improvisé. C'est une séquence construite, où chaque étape nourrit la suivante. Le Burkina Faso quitte progressivement l'état de survie et entre dans une dynamique où la vie redevient possible, puis stable, puis extensible. La transition du Burkina Faso devient lisible dès lors qu'on applique une lecture baseline delta, car les indicateurs chiffrés révèlent l'ampleur du basculement opéré sous la conduite d'Ibrahim Traoré. Le pays sort d'une situation où plus d'un tiers du territoire séquisse échappé au contrôle de l'État pour entrer dans une phase de reconsolidation progressive, mesurable et continue. Les données accumulées sur 3 années offrent un tableau cohérent et permettent de comprendre comment une dynamique locale, souvent ignorée dans les analyses extérieures, a transformé la trajectoire nationale. Premier chiffre, plus d'1 million de déplacés ont regagné leur village. Cette progression reflète la restauration de la confiance quotidienne. Les retours massifs indiquent que les familles jugent désormais les conditions de sécurité acceptables. Le mouvement de retour stabilise les économies locales en réactivant la circulation interne. Il marque une recomposition sociale profonde, centrée sur la reprise des routines essentielles. Chaque retour devient un ancrage durable, renforçant l'autonomie organisationnelle des communautés. Deuxième chiffre, 28 bataillons de réaction rapide ont rouvert des axes stratégiques. Cette configuration sécuritaire rétablit la mobilité entre localités rurales isolées. Les opérations rapides garantissent la continuité entre stabilisation militaire et action civile. Les corridors rouverts accélèrent la distribution des semences et outils agricoles. L'ensemble réduit la vulnérabilité des villages face aux ruptures logistiques saisonnières. La présence coordonnée des unités assure un contrôle terrain constant et ajustable. Troisième chiffre, plus de 700 puits ont été remis en service dans les zones stabilisées. La disponibilité de l'eau sécurisée améliore immédiatement les conditions sanitaires locales. L'accès régulier à l'eau libère les familles des déplacements longs et risqués. Les pompes opérationnelles soutiennent la relance agricole dans les terroirs périphériques. Les points d'eau restaurés réduisent la dépendance envers les systèmes extérieurs coûteux. La gestion communautaire des puits renforce la cohésion locale et la participation active. Ces 3 indicateurs, pris ensemble, montrent que le renouveau burkinabé n'est pas une construction narrative, mais une réalité mesurable. Ils soulignent également une caractéristique essentielle. Chaque donnée renvoie à un point d'impact concret. Retour des familles, mobilité restaurée, accès à l'eau sécurisée, plutôt qu'à des résultats abstraits. La stratégie d'Ibrahim Traoré associe défense active, présence durable et circulation fonctionnelle des ressources. La dynamique agricole confirme la même logique. Lorsque les terres réhabilitées redeviennent productives, la chaîne s'étend. Distribution des semences, remise en marche des canaux, relance des ateliers mécaniques, organisation des coopératives.
Le retour de l'eau alimente les cultures, la circulation rouverte permet d'échanger les récoltes, et la sécurité stabilisée encourage les familles à réinvestir les champs abandonnés. Rien ne se produit en silo, tout fonctionne par agrégation successive. Cette articulation entre chiffres et pratiques quotidiennes produit un modèle basé sur la robustesse locale, plutôt que sur des dépendances externes. Le pays s'extirpe progressivement du cycle de survie pour entrer dans un continuum où chaque résultat renforce la possibilité du suivant. La méthode n'est pas spectaculaire, mais elle est quantifiable, reproductible et ancrée dans la réalité des villages. La consolidation en cours est donc plus qu'une amélioration statistique. C'est une transformation tangible où la sécurité, l'eau et la mobilité deviennent des variables concrètes de souveraineté retrouvée. Deux lectures opposées s'affrontent lorsqu'on observe la transformation du Burkina Faso. La première, portée par certains analystes extérieurs, affirme que la montée en puissance de l'appareil sécuritaire traduit une militarisation excessive. Selon cette perspective, la présence accrue des bataillons et des unités mobiles serait le signe d'un recentrage autoritaire, susceptible d'étouffer les dynamiques locales et de réduire l'autonomie des communautés. La coordination étroite entre forces de sécurité et services civils serait ainsi perçue non comme un soutien, mais comme un contrôle accru sur le quotidien. La seconde lecture, celle qui émane du terrain, oppose une réalité sensiblement différente. Dans les villages stabilisés, la sécurité redevient d'abord une condition de vie, non un instrument politique. Les marchés du samedi ne rouvrent pas sous contrainte, mais grâce à la compatibilité entre présence sécuritaire et initiative locale. Les enseignants reprennent leurs classes parce que les familles regagnent leur village, et les coopératives rurales réorganisent leurs stocks parce que les routes redeviennent praticables. Dans cette vision, la centralisation n'est pas une fin, mais un cadre temporaire qui permet de synchroniser des efforts éclatés après des années de rupture. Le Stillman consiste alors à reconnaître la validité partielle des critiques, tout en les réinsérant dans un contexte mesurable. Oui, la structure sécuritaire s'est renforcée, mais les faits observés dans la source dessinent une autre hiérarchie des priorités. Plus d'1 million de déplacés revenus, des axes rouverts par 28 bataillons et des services essentiels rétablis dans des localités autrefois abandonnées. Ces éléments ne valident ni une dérive autoritaire, ni une dépendance militaire, mais démontrent que la sécurité fonctionne comme un support opérationnel permettant aux civils d'agir. Ainsi, la critique extérieure pointe à un risque théorique. Le terrain montre un enchaînement concret. L'ordre facilite la mobilité relance les marchés soutiennent l'autonomie locale. Le Stillman résout la tension non en tranchant entre deux visions, mais en révélant que la reconstruction actuelle combine contrôle stratégique et initiative communautaire sans les opposer. Ce croisement explique pourquoi les indicateurs sociaux et économiques progressent parallèlement aux efforts sécuritaires, et non malgré eux. La routine devient souveraineté. Ce constat bref, placé au cœur du basculement, reconfigure l'interprétation des avancées observées depuis 3 ans et révèle la portée réelle de la méthode impulsée par Ibrahim Traoré. À ce stade, la sécurité ne se limite plus à rouvrir des routes ou sécuriser des points d'eau. Elle devient l'ossature silencieuse d'un modèle où chaque geste ordinaire, enseigné, irrigué, réparé, échangé, produit des effets structurels plus larges que les opérations elles-mêmes. Le midpoint se lit dans cette bascule. Les activités quotidiennes cessent d'être des conséquences du retour à la stabilité pour en devenir les moteurs. Dans le Nord, les enfants qui apprennent sous les manguiers alimentent la cohésion sociale. Dans les zones agricoles, les ateliers mécaniques qui redémarrent créent un flux continu de services indispensables. Et dans les villages sécurisés, les marchés hebdomadaires rétablis génèrent une circulation économique qui renforce l'ensemble du système. Ce glissement n'a rien d'anecdotique. Il indique que la reconstruction ne repose plus seulement sur la présence de l'État,
mais sur la capacité des communautés à transformer la sécurité en production, en organisation et en autonomie réelle. C'est ici que la dynamique change d'échelle et que le pays entre dans une zone où les résultats locaux deviennent le moteur d'une stabilité élargie. Les effets concrets puis de la transformation burkinabé apparaissent distinctement lorsque l'on observe l'impact sur 4 ensembles clés: les agriculteurs, les entrepreneurs locaux, les communautés déplacées et les collectivités villageoises. Chacun de ces groupes illustre une facette complémentaire du renouveau, montrant comment la stratégie d'Ibrahim Traoré s'est traduite en résultats tangibles plutôt qu'en intentions programmatiques. Les agriculteurs, dans les zones stabilisées, la remise en service des canaux d'irrigation et des puits modifie profondément les pratiques rurales. Les terres auparavant abandonnées sont de nouveau cultivées, permettant aux producteurs de réintroduire riz, mil et maïs dans des volumes réguliers. Les coopératives agricoles jouent un rôle structurant en redistribuant outils, semences et formations, ce qui renforce la résilience saisonnière et réduit les pertes dues aux aléas climatiques. L'amélioration de la mobilité est décisive. Les récoltes circulent plus facilement, les marchés locaux fonctionnent à nouveau et la production vivrière couvre une part croissante des besoins. Les agriculteurs ne perçoivent plus la sécurité comme un simple bouclier, mais comme le socle d'une économie de proximité redevenue viable. Les entrepreneurs locaux, les petites activités rurales reprennent une place centrale dans la reconstruction. Les ateliers mécaniciens réparent pompes et outils. Les coopératives féminines transforment beurre de karité ou riz, et les microservices locaux réapparaissent après plusieurs années d'interruption. La réouverture des axes modifie la structure de leurs revenus. Les déplacements deviennent prévisibles, les livraisons régulières et les marges plus stables. Ces entrepreneurs participent directement à la relance de l'économie régionale, soutenant l'effort national sans dépendre de programmes lourds. La dynamique est horizontale. La sécurité crée un espace fonctionnel. Les initiatives locales le remplissent. Les communautés déplacées. Le retour de plus d'1 million de personnes ne représente pas seulement un indicateur symbolique. Il recompose l'ensemble du tissu social. Les familles regagnent leur maison, réoccupent les terres, rouvrent les commerces et réintroduisent les routines interrompues depuis des années. Les écoles accueillent de nouveau des enfants qui, la veille encore, vivaient dans des camps précaires. L'accès sécurisé à l'eau et aux services essentiels réduit la vulnérabilité quotidienne et restaure la dignité perdue. Pour ces communautés, la stabilisation n'est pas un concept stratégique. C'est la possibilité d'exister normalement, de se projeter vers demain et de reconstruire une continuité familiale. Les collectivités villageoises. À l'échelle locale, les comités de sécurité, les coopératives et les assemblées villageoises deviennent des pivots de gouvernance participative. La présence durable des forces mobiles n'écrase pas l'initiative, elle la facilite. Les villages reprennent la main sur la gestion des puits, l'entretien des pistes, l'organisation des marchés. Cette autonomie renforcée traduit le changement de perspective. L'État encadre, les communautés opèrent. Sous la conduite d'Ibrahim Traoré, cette articulation crée un modèle hybride dans lequel le contrôle stratégique et l'action citoyenne fonctionnent comme 2 niveaux d'une même mécanique. Pris ensemble, ces 4 ensembles démontrent que les résultats ne se limitent ni à la sécurité ni à l'agriculture. Ils recomposent la vie quotidienne, pierre après pierre, jusqu'à rétablir un sentiment de maîtrise collective. Dans l'horizon rapproché des 6 à 12 mois, 3 trajectoires distinctes émergent pour le Burkina Faso, chacune structurée par les dynamiques déjà enclenchées sur le terrain. Ces scénarios ne prédisent pas l'avenir. Ils offrent un cadre analytique permettant de comprendre comment les tendances actuelles peuvent évoluer selon les contraintes ou les marges encore disponibles. Scénario de base, stabilisation progressive et consolidation. La dynamique enclenchée par la sécurisation et la réhabilitation continue des services essentiels se maintient à un rythme régulier. Les axes rouverts restent opérationnels,
Les coopératives renforcent leurs capacités et les retours familiaux se stabilisent autour d'un plateau durable. Les programmes sociaux, qu'il s'agisse de l'identification des ménages, de l'appui aux plus vulnérables ou de la coordination des services ruraux, poursuivent leur montée en charge sans accélération spectaculaire, mais avec une continuité solide. La progression agricole reste modérée mais constante, soutenue par une meilleure disponibilité de l'eau et des outils. Le pays poursuit sa transition hors du cycle de survie, sans rupture, mais sans emballement particulier. Scénario optimiste. Effet d'entraînement régional. Dans cette configuration, la réussite du modèle local provoque une confiance accrue des partenaires africains, qui multiplient les coopérations pratiques. Partage d'engrais, circuits d'élevage transformés ou mutualisation d'ateliers mécaniques régionaux. Les petits entrepreneurs ruraux bénéficient alors d'un marché élargi, les coopératives féminines trouvent de nouveaux débouchés, et la production vivrière génère des excédents exportables à proximité. L'économie locale, stabilisée par l'action sécuritaire, devient moteur d'extension régionale. Le tissu social, renforcé, accélère la réinsertion des communautés et augmente la capacité des villages à absorber les variations climatiques ou logistiques. Scénario pessimiste, pression externe et vulnérabilité climatique. Un choc climatique ou une crise régionale pourrait perturber les récoltes, les déplacements ou la disponibilité de l'eau. Cependant, contrairement à la situation d'il y a 3 ans, le socle organisationnel réduit l'ampleur des effets. La circulation minimale reste ouverte, les filets sociaux atténuent la vulnérabilité immédiate et les coopératives locales amortissent les ruptures en réajustant rapidement leur stock. La trajectoire ne s'effondrerait pas, elle ralentirait. À travers ces 3 cadres, une recommandation de pensée se dégage. Raisonner en termes d'autonomie productive plutôt qu'en dépendance contextuelle. Cette grille permet de comprendre comment les villages, les coopératives et les services locaux transforment la sécurité en capacité durable. Et comment chaque scénario repose d'abord sur la solidité de ces mécanismes, non sur des événements extérieurs. La transformation en cours ne prend sens que lorsqu'on observe comment elle touche directement celles et ceux qui vivent au quotidien les effets du renouveau. 3 ensembles distincts permettent de saisir cette portée humaine. Les familles rurales, les travailleurs de proximité et les jeunes en quête de stabilité professionnelle. Chacun illustre une dimension spécifique de l'impact social, au-delà des chiffres et des programmes. Groupe A, les familles rurales. Dans les villages stabilisés, la réouverture des écoles, la disponibilité régulière de l'eau et la sécurité des pistes modifient profondément la manière dont les familles s'organisent. Les parents n'ont plus à arbitrer chaque matin entre protection et mobilité. Les enfants reprennent un rythme scolaire régulier. Les activités domestiques redeviennent prévisibles. La diminution des déplacements forcés réduit la fatigue accumulée depuis des années et permet aux ménages de reconstruire leur routine. Pour beaucoup, le changement le plus marquant n'est pas spectaculaire. C'est simplement la possibilité de vivre sans interruption permanente. Groupe B. Les travailleurs de proximité. Les mécaniciens, enseignants, petits commerçants ou animatrices de coopératives incarnent la reprise économique discrète mais décisive. Leur emploi dépend directement de l'ouverture des axes, de la circulation des biens et de la présence de services minimaux. Lorsque les routes deviennent praticables, ces métiers connaissent une continuité qui avait disparu. Ils rétablissent des micro-équilibres essentiels, réparer une pompe, distribuer des semences, relancer une classe, assurer une petite vente. Chaque tâche contribue à la reconstruction du tissu social plus sûrement que n'importe quel programme massif. Groupe C. Les jeunes engagés dans les nouveaux métiers ruraux. Les formations agricoles, hydrauliques ou artisanales créent des espaces d'avenir pour une génération longtemps confinée à l'incertitude. L'accès à des outils, à des ateliers fonctionnels et à des coopératives actives élargit les possibilités de revenus stables. Les jeunes
Les jeunes deviennent acteurs d'une dynamique qui valorise leurs compétences pratiques, donnant un sens immédiat à leur investissement. Leur présence renforce la cohésion communautaire et accélère la capacité des villages à maintenir leurs infrastructures dans la durée. En observant ces trois ensembles, on comprend que la reconstruction ne se résume pas aux indicateurs nationaux. Elle change la vie des gens, au plus près de leurs gestes. Pour transformer l'élan actuel en progression durable, la stratégie doit se traduire en une feuille de route opérationnelle, précise et mesurable. Sous l'impulsion d'Ibrahim Traoré, 5 axes structurants peuvent être identifiés, chacun définissant qui agit, à quel moment et selon quels indicateurs vérifier l'efficacité. Stabilisation continue des zones sécurisées. Qui? Les unités mobiles et les comités locaux. Quand? De manière permanente, avec réévaluation tous les 30 jours. Mesure. Nombre d'incidents signalés, continuité des marchés hebdomadaires, régularité de la circulation. Cette étape vise à éviter tout reflux, en maintenant une présence stable mais non intrusive. Réhabilitation séquencée des infrastructures vitales. Qui? Coopératives techniques, ouvriers locaux, services hydrauliques. Quand? Dans les 4 à 6 semaines suivant la stabilisation d'une zone. Mesure. Puis fonctionnel. Salle de classe réouverte. Pistes réparées. L'objectif est de réduire l'intervalle entre sécurisation et usage réel des équipements. Renforcement de l'autonomie économique des villages. Qui? Coopératives agricoles, groupes féminins, ateliers mécaniques. Quand? Dès que l'eau et les routes sont opérationnelles. Mesure. Volume de semences distribuées, outils réparés, cycle de récolte stabilisé. L'approche privilégie la capacité locale plutôt que la dépendance aux programmes extérieurs. Coordination sociale par les filets communautaires. Qui? Comité villageois, structure sociale locale. Quand? Dans les 2 semaines suivant le retour massif des familles. Mesure, suivi des ménages, continuité scolaire, accès à l'eau. Cette étape consolide la cohésion interne après des années de fragmentation. Gouvernance partagée et retour progressif de l'état de proximité. Qui? Assemblée villageoise et autorités administratives locales. Quand? À mesure que les infrastructures et les services se stabilisent. Mesure. Participation communautaire, transparence des décisions, maintien des services. Cette gouvernance hybride permet de prolonger l'efficacité des actions initiales.